Le long marathon des pistonnés de cette semaine, les amis, avec la présence bien sûr de Julien Febvreau en plateau, de Hamza Ramani et de Monsieur Brice Germain. Le grand débat est une grande question. On va la voir s'apparaître bien sur votre écran. Le grand débat concerne l'évolution de la Formule 1. Est-ce que oui, la Formule 1 part dans la bonne direction? Il y aura 3 volets. Le premier volet sera consacré à la technique. On reviendra sur l'ère hybride, la révolution 2022 qui nous attend, l'évolution de la culture F1. Et ça, on t'attend énormément sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui nous passionne dans les pistonnés. C'est presque un marronnier. La F1 doit-elle faire un choix entre nouveau et ancien public? Comment aussi également, lorsqu'on est la voix française de la Formule 1, il faut gérer avec ce nouveau et cet ancien public et comment il faut essayer de transmettre au mieux une certaine culture F1? Et puis la troisième, l'évolution de la diffusion de la Formule 1 dans les années à venir. Quel avenir justement pour le modèle dit broadcast? On attaque tout de suite sur l'évolution technique avec ce tableau et 2 points qui nous paraissent très importants. Le premier point concerne l'ère hybride. Est-ce que c'est la pire ère de l'histoire? Des voitures bien trop complexes qui ne se suivent par un esprit qui s'éloigne de l'ADN originel, l'arrivée de Liberty Media qui a offert quand même, il faut le dire, un nouvel élan dans un produit qui était vieillissant, et puis le retour des monstres aussi depuis 2017, on le voit avec cette très très belle illustration, la Renault me semble-t-il de 2019 à droite, et bien sûr la R26 de Fernando Alonso, championne du monde en 2006, il me semble-t-il, ou 2005, peut-être 2005 plutôt parce que c'est la numéro 1. La révolution 2022, ça sera la deuxième question, une fois qu'on aura répondu à la première, va-t-elle dans le bon sens? Une F1 moins chère, simplifiée, standardisée, est-ce que tu t'y retrouves là-dedans? Une F1 plus lourde et moins rapide, est-ce que ça veut dire qu'elle va nous donner autant d'émotion? Et l'introduction aussi également des biocarburants et la nouvelle unité de puissance qui affole un petit peu les différents comment dirais-je, spéculations et travail aussi également des lobbyistes en tout genre autour de la Formule 1. Juste avant de te laisser répondre, une petite citation. C'est l'œuvre de Cyril Abitboul. Cyril Abitboul qui a disparu comme Xavier Dupont de Ligonnès. C'est vrai. J'espère que tu as des infos à nous donner. C'est vu il n'y a pas longtemps, il va très bien. D'accord. Bon, très bien. Excuse-nous de t'avoir mis dans l'embarras avec ce sous-titre. Au début, c'était à sens unique. Renault était leader dans le déploiement des véhicules électriques et les gens qui ont développé la Zoé, le véhicule électrique bien sûr chez Renault, ont apporté leur aide à la Formule 1. Aujourd'hui, c'est la Formule 1 qui apporte des solutions au programme de voitures routières. Il y a donc une grande synergie. Est-ce que ça veut dire que cette ère hybride est très très loin de se terminer puisque justement elle va dans le sens du marché, dans le sens de l'offre des constructeurs à l'avenir? Est-ce que l'ère hybride est l'une des pires ères de l'histoire de la Formule 1? Non, c'est pas une des pires ères, c'est une ère actuelle et on suit l'évolution du monde. La F1 ne peut pas être en retard sur une situation mondiale qui nécessite d'aller vers de l'hybridation. On doit vivre avec son temps, on a toujours parlé de laboratoire, etc. La F1 ne peut, voilà, on va pas revenir à la voiture avec des roues en bois et voilà. Donc l'évolution, elle est inévitable. On n'arrêtera pas la marche en avant. Alors on va s'y adapter, faire des choix, etc. Mais l'hybridation, elle est nécessaire puisqu'elle apparaît de plus en plus dans nos voitures. Les biocarburants vont être un enjeu effectivement majeur à l'avenir. Est-ce que la solution de propulsion des prochaines voitures sera que de l'électrique, de l'hybridation, de l'hydrogène? Il y a plusieurs possibilités, mais on ne peut pas aller contre le temps et on doit aller avec son temps. C'est ainsi. Alors oui, je suis le premier nostalgique des V10. Moi, je suis né sous l'ère V10. Mais il y a des gens plus âgés que moi qui vont dire « Ah, mais les V12, c'était mieux ». Ceux qui n'ont pas connu les V10 vont dire « Les V8 ». C'est comme ça, c'est le sens de l'être humain, c'est comme ça. Si ça tenait qu'à moi, je réécouterais des V10 régulièrement, ça me fait du bien, je me mets sur un canapé avec une tasse de thé et j'écoute des V10. Mais dans la compétition et dans la vitrine mondiale qu'est la Formule 1 avec les constructeurs impliqués, il est impensable de ne pas aller dans le sens de l'histoire. Et l'histoire nous emmène vers de l'électrification et de l'hybridation. Bon, la F1 est un laboratoire. Alors oui, les F1 sont trop grosses, sont trop larges, sont trop lourdes. Mais avec le temps, j'espère, c'est pas moi qui fais les règlements, qu'on arrivera à trouver un peu plus de compacité sur ces voitures. Comme on l'a fait à un moment donné avec la Formule I, il y avait 2 voitures par course, on a réussi à passer sur une seule voiture parce que dans un même espace de batterie, on arrivait à stocker plus d'énergie. Tout ça, on est au début de l'ère hybride et au début de l'électrification à l'échelle de l'humanité et du temps qui reste à passer sur cette planète. Donc non, c'est pas la pire ère de la Formule 1, c'est simplement la logique de développement de l'histoire, que ce soit celle de la planète, de notre sport ou autre. Si on revient sur un aspect sportif de l'hybridation, justement, est-ce que la F1 était prête à cette hybridation? Parce que Mercedes était prête à l'hybridation. Mercedes est arrivé avec les plans, les a donnés à Renault, les a donnés à Honda, à Ferrari, si je dis pas de bêtises. Bref, Mercedes est arrivé en disant, nous, on s'en va de la Formule 1 s'il n'y a pas l'hybride.
on est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une prise d'otage par la bonne conscience en 2014 et derrière, une négligence du sportif? Parce que là, on a une très bonne saison cette année. On a eu la bagarre Rosberg-Hamilton, certes, mais dans ce qu'est l'ADN de la F1, de vouloir que les constructeurs, chacun se battent avec des armes pour créer la voiture la plus puissante possible, la plus rapide possible, est-ce qu'on n'arrive pas sur quelque chose qui était juste trop compliqué pour tout le monde à part Mercedes? Sans doute, puisqu'on va retirer le MGUH d'ici peu de temps, et ce retrait donc, de ce système de récupération d'énergie au turbo va certainement inciter Porsche et Audi à venir en Formule 1. Porsche et Audi, groupe Volkswagen, un petit groupe qui marche pas trop mal. Ça va. Ça va. Donc, on a vécu une période où Toyota, Honda, BM quittaient la Formule 1, à une période où Mercedes rachète une écurie. Effectivement, en 2014, début de l'ère hybride, ils arrivent archi préparés. Ça fait 3 ans quasiment qu'ils bossent sur le dossier, ce qu'ont pas suffisamment anticipé les autres constructeurs et qui se retrouvent à gérer une usine à gaz avec l'électrification. Aujourd'hui, ça converge. On arrive à un niveau pas parfaitement égal, mais assez proche des moteurs les uns par rapport aux autres. Et la prochaine ère des moteurs, de toute façon, c'est acté, conservera de l'hybridation, sans doute donc pas le MGUH. Et là, du coup, Porsche dit, nous, ça nous intéresse parce qu'effectivement, nos véhicules passent tous maintenant, ou quasiment tous, par de l'hybridation. Donc, encore une fois, c'est une marche en avant inarrêtable. Vous montez dans le train ou vous montez pas dans le train. Personne n'oblige les constructeurs à y aller. Mais de toute façon, l'avenir, c'est l'hybridation, c'est les carburants bio, le prochain step, parce qu'il n'est pas question pour l'instant pour la Formule 1 d'arrêter les moteurs thermiques, tant mieux. De toute façon, le parc mondial de voitures va encore longtemps rester majoritairement des voitures thermiques. Eh bien, il faut continuer sur cet aspect thermique, mais le faire avec des biocarburants. Ça, c'est un défi énorme de faire des carburants de synthèse, donc qui ne touchent plus à l'aspect fossile, et de les rendre performants. Parce qu'aujourd'hui, un carburant, il est au début de son développement. Déjà, il faut réussir à en produire une certaine quantité. Ça, c'est pas simple. Et il faut qu'il ait un niveau de performance qui se rapprochera au fil du temps d'un carburant fossile. On rappelle, c'est aujourd'hui dans le réservoir d'une Formule 1, c'est 5 à 10% on passe au E10 à partir de l'année prochaine. 20% l'année prochaine, c'est ça? Je crois que c'est 10. C'est 10. 10, on est à 10. 5, et je crois qu'on est à 2, ou je sais plus, Exactement. et on passe à 10 l'année prochaine. À 10, avec pour objectif 2025 à être 100% synthétique, et voilà. Est-ce que 2025, c'est un objectif réaliste pour être à 100%? Alors déjà, c'est soit 25, soit 26. J'ai l'impression qu'on repart vers 26 là. Mais bon, voilà, à une année près. Oui, c'est un objectif. Comme tu le disais, à un moment donné, il faut y aller. Alors, il y a des erreurs de fait. Il y a eu même une période où il y avait des KERS, mais finalement, ils les avaient enlevés. On avait le droit de les enlever le vendredi soir et tout, parce qu'ils pesaient trop lourd. Mais oui, mais on tâtonne au début, on réussit pas. Mais pas tout le monde l'avait. Pas tout le monde l'avait, ce KERS. Mais Raikkonen gagne Spa 2009 parce que Fisichella n'a pas de quoi se défendre, parce qu'il n'a pas de KERS. Le nombre de fois où Alonso, à l'époque, fait enlever le vendredi soir le KERS parce qu'il il apporte plus de pénalités que d'avantages en poids, c'est arrivé, voilà. Il tâtonnait, entre guillemets, est-ce qu'on peut parler de tâtonner en Formule 1, mais c'était les prémices. Et regardez aujourd'hui où en sont les moteurs. On est à 52% d'efficience moteur, ce qui veut dire que plus de la moitié du carburant injecté dans le moteur sert à la propulsion et seulement à la propulsion. Le reste, c'est de la déperdition. Nos voitures de route, je crois qu'au mieux, elles font 30% d'efficience. Donc on a dépassé les 50% d'efficience. Ça parle pas beaucoup aux gens, ça n'intéresse pas beaucoup les gens, c'est vrai, parce qu'ils sont sur la compète, mais ça reste une performance technologique énorme. Mais ce qui est dommage, par exemple, c'est qu'on parle pas assez peut-être du Mercedes EQ qui va arriver normalement avec un moteur, un V6 hybride, mais qui est évidemment avec une cartographie faite pour la route. Je ne sais pas si c'est le EQ ou si c'est un nouveau modèle, mais on n'en parle pas assez. C'est un moteur qui, à la base, est conçu pour la Formule 1, qui va être adapté pour la route. Mais par contre, c'est tellement compliqué qu'on s'éloigne quand même du moteur de monsieur et madame tout le monde. Et on s'éloigne des enjeux de base, peut-être, qui étaient ceux de la F1, de dire écoute, nous, on est Renault, on gagne le championnat, du coup, achète nos voitures, parce que, mine de rien, on est les plus forts. Là, maintenant, est-ce qu'on peut vraiment comparer les performances sportives d'une écurie comme Mercedes avec les performances de route d'une Mercedes en se disant, s'ils sont forts là, ils sont forts ici? Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'on s'éloigne un petit peu aussi de ça. Et qu'on se complexifie beaucoup la chose avec ces moteurs-là. Oui, c'est le sens de l'histoire, mais pour garder l'ADN et aller dans le sens de l'histoire, on fait un micmac quand même qui est quand même très compliqué pour éviter le gros mot électrique en F1. Et en même temps, éviter le gros mot moteur qui pue. N'oubliez pas quand même qu'avec un tout petit bloc V6, 1 litre 5, 1 litre 6, pardon, ouais, c'est un 1600,
plus les systèmes de récupération d'énergie, il tire plus de 1000 chevaux. Oui, c'est incroyable. Les 1000 chevaux de l'époque, Gilles Villeneuve, tout ça, c'était des blocs, ils tenaient pas sur la table. Hein. Ouais. Donc c'est une folie technologique. Ça, c'est F1. Alors oui, ça fait pas rêver parce que le son, et on sait à quel point le son est important dans l'expérience d'un sport et d'une émotion, d'un ressenti émotionnel. C'est ainsi, c'est comme ça. Encore une fois, moi, si ça tenait qu'à moi, je n'aimerais entendre que des V10, mais c'est pas le sens de l'histoire de l'humanité. C'est Finalement, comme ça. le son, on s'y est habitué, mine de rien. Oui, c'est vrai. Et alors, quand on a Alonso qui tourne à Abu Dhabi la saison dernière avec une Renault, il y a une nostalgie visage d'Hamilton. particulière. Forcément, ouais, la TV de dans l'interview. Lewis Hamilton, c'est un gamin. Et effectivement, mais maintenant, je pense que le spectateur, peut-être naïvement, je le pense, mais sincèrement, le spectateur, il n'en a que faire de tous ces aspects techniques, technologiques. Je pense que ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est le spectacle. Cette saison, il est content. En 2018, Sauf qu'il serait- il ne l'était peut-être moins. Il serait irresponsable de ne pas suivre l'évolution technologique des moteurs aujourd'hui et il serait injustifiable pour des constructeurs comme Mercedes sûr. ou peut-être comme Porsche et Audi dans peu de temps de rester ou de venir en Formule 1 s'il n'y avait pas un lien avec ce que doivent devenir les voitures de demain. Ça m'intéresse. Effectivement, le téléspectateur devant son Grand Prix, lui, tout ce qu'il veut, c'est de l'action. Et l'action, il en a. Ils ont des voitures de plus de 1000 chevaux. Les V10 atteignaient à peine cette puissance à l'époque. Refermons un petit peu très rapidement le côté moteur, vous en avez beaucoup parlé. Hamza, toi, ce qui t'a beaucoup marqué aussi, tu le disais sur le test d'Alonso à Abu Dhabi l'année dernière avec la R25 ou la R26, je ne sais plus laquelle c'était. Décidément. Bref, décidément, ouais. C'est l'agilité de ces voitures. Et justement, l'année prochaine, eh bien, on a une nouvelle ère qui va s'ouvrir avec notamment eh bien, le retour de l'effet de sol. Et la question a été posée aux pilotes alors, qui n'ont pas testé ces voitures en réel sur la piste, mais qui l'ont testé sur simulateur pour nombreux depuis le mois de janvier dernier. Regardez les différentes réactions. Sergio Pérez qui nous dit: les voitures dans lesquelles nous roulons actuellement, nous ne les reverrons plus jamais dans l'histoire de la Formule 1. Ce sont pourtant les meilleures que nous ayons conduites et les meilleures qu'il y ait eu dans toute l'histoire. Donc malheureusement, tout ce qui suivra sera moins bon par rapport à cette voiture. Pas d'accord, Julien? Pas du tout. D'accord. Otmar Safnauer qui dit: au début de la nouvelle ère, il y aura des différences. Ensuite, je pense que nous convergerons tous vers la même chose beaucoup plus rapidement, mais il faudra du temps, des années même, avant d'avoir des écarts vraiment serrés. Puis George Russell qui rajoutait: c'est le plus grand changement de réglementation de tous les temps. Et oui, les voitures seront plus lentes, mais on pourra plus se suivre. Et puis, on parle beaucoup du fait qu'il y aura moins d'air sale, mais les pneus surchaufferont probablement moins. Pour 2022, c'est l'équipe qui trouvera le plus de corrélation entre le CFD. Alors, le CFD, c'est l'étude Computer des- fluide dynamique. L'étude Exactement. des Merci fluides beaucoup. par ordinateur. Ouais. Exactement. Et la soufflerie qui l'emportera. Est-ce que vous êtes hypé un petit peu par 2022 ? Est-ce que justement ça va dans la bonne direction, cette nouvelle ère, cette révolution 2022 ? Que quelqu'un me dise qu'il ne regardera pas les premiers essais hivernaux de 2022, que quelqu'un me dise qu'il n'a pas envie de savoir ce qui se passera au premier Bien Grand sûr. Prix. Il paraît-il ne seront pas diffusés. Bahreïn. Les essais la première séquence d'essais ne sera pas diffusée sur la Alors, il y aura F1 une TV. séquence visiblement à Barcelone de 4 jours, puis une séquence de 4 jours à Bahreïn. À ma connaissance, Canal+ y sera, donc Sur les on deux. vous donnera des infos. Et ce sera Oui, oui. diffusé. Alors, diffusé en direct, je ne sais pas, j'ai Ouais. pas la réponse. Pourquoi pas ? Mais je ne sais pas. Honnêtement, j'ai pas cette info. On Non, dit que sur la- la zone Espagne, par contre, c'est mort. Hein, donc change d'abonnement. Hein. Non, mais moi je te dis, j'ai vu passer un tweet que même D'accord. sur la F1 TV, la première partie des essais en très surpris, Espagne, ouais, vu la révolution. Mais tout le monde je attend sais ça. pas, Pourquoi par crainte du pchit? J'en ai aucune idée. Mais J'ai juste vu ce Sur la phrase de Sergio Pérez, celle-là, on l'a entendue à longueur d'année. Ça fait très longtemps qu'on dit: ah, c'est fini la bonne époque, le bon vieux temps. Ça, si je devais résumer en 2 mots la côte là, de Pérez, c'est: ah, le bon vieux temps. Mais il n'en sait rien du tout. Il monte déjà dans cette voiture. Ces voitures-là devraient commencer la saison assez proche en performance des monoplaces actuelles et pourraient finir la saison à peu près dans les mêmes chronos. dingue. Donc, il peut pas dire que ce sera moins bien. Il le sait pas pour l'instant. Ce sera un pilotage différent, c'est sûr. Mais là aussi, les pilotes ont toujours fait évoluer leur pilotage. En tennis, Björn Borg, il jouait pas de la même façon que joue aujourd'hui Rafael Nadal. C'est juste comme ça. Ça veut pas dire que c'était mieux ou moins bien avant. C'est différent. Je pense que ces monoplaces vont être intéressantes. Puis quand Pérez, il va pouvoir être au cul d'une Mercedes dans un virage, il va se dire: waouh, génial, pendant le virage, je le tiens, la voiture, elle part pas dans tous les sens. Eh ben, il va trouver que c'est la voiture la plus géniale qu'il a jamais conduite. Donc laissons déjà le temps aux produits de s'installer, laissons une chance aux produits, comme on dit. Après, je suis pas en train de dire que ça va être génial. J'en sais rien, personne ne sait. aujourd'hui, Personne ne sait. Mais laissons une chance aux produits d'exister et il va être performant. Et encore une fois, les gens sur le bord de la piste,
Si les voitures sont 2 secondes moins vite Il le verra autour, pas. personne en bord oui. de piste, si vous n'avez pas les chronos, personne n'est capable Ouais, de ouais, dire si elles vont moins vite. Personne. Oui, mais je te rejoins complètement. Effectivement, le plus important pour le spectateur, c'est le spectacle en piste. Si C'est demain ça. tu me vends une voiture qui va 5 secondes moins vite, on nous a promis, je crois, 2 secondes au début, et au final, on est en train de voir que finalement, ce ne sera pas 2 secondes, que comme tu disais, peut-être qu'en fin de saison, ils seront sur les mêmes chronos. J'ai envie de te dire, même si elle doit aller 5 secondes moins vite, moi, si je vois un Sergio Pérez qui, dans le virage, parvient à suivre, mettre la pression, ça va être fabuleux, ça va être génial. Donc moi, j'attends effectivement, je suis dans l'expectative, j'espère avoir du spectacle en 2022, que les promesses soient tenues et qu'on ait cette possibilité. Et après, l'avenir, le DRS, ça c'est d'autres sujets qu'on pourrait aborder peut-être dans un second temps. Mais l'aspect spectacle reste primordial. Il restera primordial. Je te paraphrase, Hamza, tu nous as dit une chose très intéressante en préparant cette émission. Tu as dit, en regardant justement les tours de piste de Fernando Alonso dans la Renault Oui, tu le vois pas. de l'époque à Abu Dhabi, tu dis on prend un tel panaché d'émotions, on ne se rend même pas compte que cette voiture va beaucoup plus Non, parce lentement. qu'elle que celle elle est d'aujourd'hui. plus fine, elle fait plus Elle de est plus bruit. fine et elle bouge plus. En fait, les voitures aujourd'hui sont tellement stables par la pluie qu'elles génèrent qu'elles ne bougent plus et qu'il y a quasiment plus de correction. Ça freine très fort, très tard, très droit et ça corrige quasiment pas, sauf si tu es au volant d'une Haas ou voilà. Mais pour vous dire que la Renault de l'époque, c'était une voiture beaucoup plus vive, beaucoup plus réactive et que forcément Incroyable. nous extérieurement, visuellement, on se dit waouh, il en fait beaucoup plus. Mais en fait, le chrono, il est pas bon. Oui, et Par c'est rapport à ceux justement d'aujourd'hui. sur l'aspect Alonso à Abu Dhabi, quand on est tout au bout au niveau du Ferrari World, là sur la tribune, là la chicane qu'ils vont enlever, tu vois la voiture, tu vois les mouvements. C'est sec. En plus, Alonso et la C'est Renault. Alonso, il y a- voilà, voilà, donc, voilà, en plus. Franchement, c'est impressionnant et on verra. Hein, peut-être que 2022, ça nous offrira aussi de nouvelles émotions, le retour de ces émotions-là. Je pense qu'on va retrouver l'émotion de certains pilotages plutôt que l'émotion du dessin et de l'évolution technique. Peut-être qu'on va plus se rapprocher du public là-dedans, où on aura vraiment peut-être en héros davantage les pilotes que cette ère-là, ces 7 ans-là qui ont été vraiment beaucoup une ère de dessin pour Red Bull, beaucoup une ère de moteur pour Mercedes. Là, on va peut-être avoir quand même quelque chose de plus instinctif. Il faut juste espérer qu'ils partent pas trop loin les uns des autres. Parce Ouais. que les gains sont tellement importants en ce moment dans les écuries qu'il faut espérer qu'en arrivant à Bahreïn, même aux essais hivernaux, ce sera difficile d'avoir une idée très précise, mais qu'à Bahreïn, il n'y ait pas eu 2 secondes d'écart entre le premier et le deuxième, ça ferait mal. C'est vrai que le regret aujourd'hui, c'est d'avoir un peloton hyper resserré. Si la saison prochaine, on se retrouve dans la même situation qu'en 2014, qu'en 2015 ou qu'en 2016, ça va On va piquer. regretter Et on à va tort avoir l'ère la d'avant. saison. Peloton resserré, regardez où finissent derrière les Red Bull Oui. et les 40 McLaren et les secondes, Mercedes. C'était pas Oui, très non, mais serré. le peloton resserré entre Donc le voilà, 3, 4e, Du moment entre qu'il y a des batailles McLaren par paire, au moins, C'est ça, ce sera exactement. bien. et les exactement Alpha ça. Tauri ou les Alpines. Est-ce que tu penses qu'on va remettre justement le pilote sur un piédestal? Beaucoup de critiques, souvent des nouveaux consommateurs de la Formule 1 disent oui, aujourd'hui la voiture a trop d'importance dans la performance d'un pilote. Est-ce que justement là on va remettre le pilote au centre du jeu? Je pense pas plus qu'aujourd'hui. Il faut une monoplace pour aller vite. C'est un sport mécanique. Voilà, il y a d'autres sports où le matériel compte beaucoup moins, où on peut tous avoir le même. Là, on peut tous avoir la même raquette, on peut tous avoir, le même ballon au football. C'est un sport mécanique. C'est comme ça. Je nuance toujours les gens qui disent ah oui mais Verstappen a la meilleure voiture, ah Hamilton a la meilleure voiture. C'est eux qui font qu'ils ont la Bien meilleure sûr. voiture depuis des années. Bien sûr. C'est eux qui bossent avec les ingés et qui les emmènent dans des directions pour avoir la meilleure voiture. On leur donne pas les clés le 1er mars d'une bagnole en disant tiens c'est la meilleure. Non, c'est leur boulot à eux. Donc bien sûr qu'ils ont le privilège d'être dans une grande équipe, mais c'est leur travail qui rend la voiture aussi bonne. Donc il faut aussi leur rendre hommage à l'un comme à l'autre dans les équipes d'amener les voitures à ce niveau-là. Mais oui, encore une fois, le pilote reste au centre du jeu. On le voit à voiture identique, que ce soit Hamilton face à Bottas ou Verstappen face à Perez, c'est pas les mêmes niveaux de pilotage et pourtant ils ont la même machine. Donc à la fin, ça reste quand même une histoire de bonhomme dans la voiture. Je vous propose qu'on passe au deuxième aspect, si vous avez rien d'autre à rajouter, les gars, sur l'aspect technique. Parlons ouvrons le marronnier préféré des pistonnés. Parlons un petit peu de la culture F1 à l'heure actuelle, de l'arrivée d'un nouveau public avec cette nouvelle hype. Et cette question, plus de hype, moins de culture F1 à l'avenir, mon cher Julien. C'est une question, c'est pas une affirmation, je le précise. La F1, on l'a dit, dans une nouvelle hype depuis 2 ans, était très très bien placée pour en parler. Alors nous, on est très bien placés aussi pour en parler. Ah ouais. Je pense que sinon, on serait toujours dans notre chambre à regarder des vidéos de Formule 1 sur YouTube. Audience TV en hausse, l'Amérique conquise, on s'en est aperçu ces dernières semaines. Un nouveau public, plus jeune, plus féminin. C'est issu notamment de la dernière enquête menée par Liberty Media et en coercition avec Motorsport. Je vais y arriver. L'effet Netflix Drive to Survive
On a envie d'avoir ton avis là-dessus. Le confinement et le gaming qui ont été aussi également un énorme accélérateur pour l'appréhension de la Formule 1, le fait de jouer au jeu et de s'intéresser aussi à partir de ce moment-là à la discipline. Et puis la question qui vient et qui découle derrière, c'est et la culture F1 dans tout ça. Parce qu'il y a une nouvelle communication qui se détourne un petit peu du réel. On en a parlé il y a quelques semaines avec Drive to Survive, c'est un petit peu malheureusement le bas qui blesse. La F1 qui s'éloigne aussi également de l'Europe. L'Europe qui était le bassin quand même originel, la Mésopotamie, on va le dire ainsi, de la Formule 1. Et que faire pour maintenir une certaine culture F1 ? On le voit, tu en as beaucoup parlé, ton compère Jacques Villeneuve qui était en interview avec nous il y a quelques semaines le disait, il y a de moins en moins de passionnés de Formule 1, il y a plus de fans de pilotes qui ne veulent rien entendre et qui sont parfois dans des débats complètement bornés. Voilà. Où est-ce que tu te situes par rapport à tout ça, par rapport à cette hype ? En fait, la vraie question que j'ai envie de te poser, parce que tu profites aussi également de cette hype, comme nous tous, est-ce que tu vois des dangers à cette hype autour de la Formule 1 ? Des dangers, c'est un grand mot, mais c'est à nous, alors observateurs privilégiés qui avons une prise de parole régulièrement sur la F1, d'accompagner les gens, qu'ils soient passionnés de la première heure ou nouvellement passionnés à la F1, de les accompagner pour leur donner des clés, pour leur donner leur permettre d'accéder aussi à la culture de ce sport. Il serait bon aussi que les pilotes de Formule 1 eux-mêmes aient une culture de leur sport. Il y en a de moins en moins qui connaissent leur sport. Il y en a un qui le connaît par cœur, c'est Sébastien Vettel, et je dis pas seulement ça parce qu'il a été capable de lister tous les champions du monde, du dernier en date jusqu'au premier en 1950, et Yuki Tsunoda s'est arrêté en 2016 et a buté sur Nico Rosberg. C'est dommage que les pilotes aujourd'hui manquent de culture de leur sport. Rien que c'est à eux déjà de bien connaître leur sport et l'histoire de leur sport. Pour mieux en parler, j'ai envie de dire mieux le vendre. Ça, c'est une démarche personnelle à faire. Nous, dans notre métier, à nous, sur des actions, de dire, souvenez-vous, en telle année, il s'est passé ça. Et dans le week-end, on a vu un magnifique travers de la Ferrari de Charles Leclerc en essai, et j'ai fait allusion tout de suite à Gilles Villeneuve, pareil, sur un vibreur. Bon, voilà, si les gens, à un moment donné, se disent, j'allais voir, c'était qui Gilles Villeneuve ? Ah ouais, c'était quoi qui conduisait à l'époque ? Bon, donc, c'est notre rôle aussi de raconter l'histoire actuelle, mais aussi passée. On le fait d'ailleurs à travers le podcast, on revient sur des histoires, voilà. Mais donc c'est notre rôle. Après, les gens, j'ai envie de dire, ils ont le droit de consommer la F1 telle qu'ils le veulent. Nous, on est des férus, des dingues, on se serait levé à n'importe quelle heure. Ok, on est des dingues de F1. Il y a aussi des gens qui ont récemment découvert la F1, qui, pour eux, le dimanche, leur suffisent, ont leur dose de F1 parce que le Grand Prix, c'est le moment fort et qui n'ont pas forcément envie d'aller plus loin ou qui n'ont pas besoin d'en avoir plus. Ça se respecte aussi. On n'est pas obligé de convertir tout le monde à la F1 pure et dure. Voilà, les gens peuvent avoir une approche légère. Après, j'entends parler des Formule X qui viennent de débarquer sur la F1. Bah oui, la F1 est à l'heure actuelle sur une hype très importante depuis plusieurs années. On le mesure dans nos audiences sur Canal+. Ça attire un nouveau public qui a aussi envie de le consommer de manière un petit peu erratique, telle à la façon d'un stade de football. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas mal ? C'est pas à moi de juger, mais si déjà on attire un nouveau public, à nous après de les convertir en leur donnant des codes pour dire « Ah non, on dit pas « Ah, c'est un tricheur » ou « Ah non, il est nul ». À nous d'essayer de leur dire « Non, dis pas qu'il est nul, dis que là peut-être il s'est raté, mais on va te donner des clés pour comprendre pourquoi il s'est raté » et essayer d'apaiser un peu tout ça. C'est vrai que les réseaux sociaux enflamment très vite les choses aujourd'hui, c'est juste ça qui est un petit peu dommage. Mais pour le reste, chacun vient à la F1 comme il a envie. Mais Netflix joue un rôle dans tout ça, dans la narration de ces histoires. On a fait un débat il y a quelques semaines. Quand il y a du mensonge dans la construction de la série, en l'occurrence, et des épisodes sur Netflix, moi je trouve problématique qu'un public regarde Netflix selon la narration de Netflix, pense que la F1 c'est ça parce qu'il y a un mensonge, une rivalité factice entre deux pilotes, arrive en F1 et finalement ils se sentent dupés. Tout le monde est dupé dans cette histoire. Raconté par Buxton. Finalement, oui, évidemment. Raconté par lui aussi a un rôle. Netflix a fait un bien fou au niveau de la F1, au niveau des audiences. Les chiffres sont colossaux grâce notamment à Netflix, grâce notamment à Liberty Media, qui communique aussi sur ses réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas avant. Quand t'as tout digitalisé, on peut le dire. Exactement, quand t'as des extraits de courses, des dépassements, des conversations radio, des moments insolites également qui animent le tweet ou le clic sur Twitter. Les insides, hein. Ça fait partie, effectivement, la vulgarisation de la F1 sur le site via des reportages ou des extraits. Je trouve ça passionnant, mais il y a aussi le revers de la médaille, j'ai envie de te dire. Par rapport à Netflix, c'est que ce public, j'ai peur qu'il soit là sur du court terme, mais que la stratégie à long terme ne soit pas forcément payante à cause
de la narration tronquée et Oui, moi je parle de mensonge. Ou même ce que tu as déjà dit, c'est qu'on se concentre peut-être un petit peu plus sur ce nouveau public, mais qui est peut-être un public un peu plus versatile. Ben, à on le l'avenir voit aujourd'hui vis-à-vis de la avec Formule 1. les qualifications sprint. Bon, voilà. Les qualifications sprint, quand on te dit le nouveau public aime ça, où on a un retour positif du public et qu'on va te dire, bah finalement on va accumuler les qualifications, c'est pas l'esprit forcément de la F1. Qu'il faille faire évoluer le sport, oui. Qu'il faille révolutionner le sport, non. Et encore moins en s'appuyant déjà sur le public de base entre guillemets. Oui, mais il faut remarquer que la consommation globale de l'information et donc du sport, elle a évolué aussi, que ce soit en Formule 1 ou ailleurs. Les gens veulent consommer plus rapidement, les gens veulent des formats plus courts. Donc, et ça fonctionne, on le voit, ça plaît à beaucoup de gens, pas à tout le monde, mais de toute façon, vous ne ferez jamais Ouais, l'unanimité. ça n'existe Il y a pas. des gens qui vont rêver de la grille inversée, d'autres qui veulent surtout pas de grille inversée parce que ce serait trahir l'esprit originel. Tu rassembleras pas tout le monde autour d'un même format. Encore une fois, il faut essayer de parler à tout le monde, continuer à maintenir la passion des passionnés en leur racontant des choses techniques. Je pense que sur Canal, on fait beaucoup tu parlais du mot inside. Nous, ça a toujours été notre maître mot, c'est l'immersion, mais depuis 2009, hein, pas depuis 3 ans et Netflix. Hein. On a commencé en 2009 sur l'immersion. Nos audiences, elles étaient très bonnes avant les épisodes qui sont sortis sur Netflix. Et puis, à écouter tout le monde, encore une fois, j'y reviens. Je salue le travail fait par Netflix qui a amené un nouveau public. Tant mieux. Si ça a permis à des gens de découvrir la Formule 1 sous un prisme spécifique, tant mieux. À nous, après, de les accueillir en disant, bah voilà, vous avez vu une version de la F1 très romancée. On a un peu joué avec le chronomètre et la chronologie des faits, mais on vous a romancé un truc. Maintenant que vous êtes intéressé à la F1, l'endroit où vous pouvez le suivre, c'est sur Canal+. Nous, on va vous expliquer d'autres choses, on va vous montrer d'autres choses, et on va continuer l'aspect inside, puisqu'on est sur place, puisqu'on connaît les gens, et qu'on y travaille depuis, 17 ans, et Canal+, depuis 9 ans. Donc, on va dire que ça a été, pour certains, une porte d'accès. Encore une fois, c'est pas la terre entière qui est abonnée à Netflix. Hein. Ouais. Non, mais on a l'impression que la terre entière a vu... Après, il y a une conséquence. Sur ESPN, voilà. les audiences ont doublé entre 2018 et 2021. Ça a aussi une conséquence. Mais parce que aux États-Unis, c'était une autre consommation aussi. C'est une consommation plus chaud. Voilà. Donc, encore une fois, c'est des réglages. C'est toujours un équilibre, comme une monoplace. Trouver le réglage entre sport-spectacle, parce que ça reste un sport-spectacle, et la pureté du sport originel tel qu'on le connaît. Et donc, justement, la question maintenant qui se pose, c'est que maintenant qu'on a donné cette porte d'entrée-là, qui est la leur, et encore une fois, comme je le disais l'autre jour, et ce que Julien vient de dire, on s'en fout, on va pas la juger. S'ils arrivent au sport que nous, on aime depuis des années par cette porte d'entrée-là, bienvenue, welcome, il y a de la place pour tout le monde. Par contre, derrière, ce qu'il faut vraiment se poser comme question, c'est est-ce que le produit final qui se passe en piste, il doit être impacté par le fait que le public se transforme? Je m'explique. Moi, j'ai pas envie que la F1 devienne un spectacle et plus un sport. Par exemple, je trouve que l'exercice de la qualification est un des arts du sport automobile, le tour chrono, et que c'est le bafoué que de faire une qualif sprint. C'est mon avis. J'aime bien la course sprint, le concept de course sprint. Mais l'idée de Norris, c'est pas mal en ce sens. Mais on bien fait sûr. un tour rapide le samedi matin au lieu de la FP2 et on a notre course du samedi après-midi. Bien sûr, mais à partir de là, j'espère que juste la F1 et Domenicali de manière globale pensera quand même à ce qui a fait ce sport, en même temps de penser de ce qui fera le sport demain. C'est-à-dire qu'il y a besoin de tout concilier, je pense, et qu'on a le sentiment, en voyant les actes et les paroles de Domenicali, qu'on est dans une direction où on bafoue un peu le passé quand même, de la manière dont il veut... Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut revenir au temps où le pilote changeait lui-même ses roues? Absolument pas. Non, mais voilà, là je prends un cas extrême, Ouais. ça va être une question d'équilibre. Tu peux pas laisser stagner ce sport. De toute façon, il a toujours évolué à travers l'histoire. Les formats de qualif ont évolué. On s'est planté royalement il y a Les quelques formats ont années évolué, mais sur la un format. qualification a toujours été... Voilà. Mais il faut garder des ingrédients clés qui sont le pilote et le centre d'intérêt de tout. D'ailleurs, les gens préfèrent le classement pilote au classement constructeur. Le pilote doit rester le personnage central de l'histoire de la Formule 1. Oui, il y a des moments clés, la qualification, le tour avec 5 kilos d'essence pendu comme ça c'est un moment merveilleux. Un départ, c'est d'une intensité exceptionnelle. Reformuler un peu le format de week-end pour redynamiser le vendredi, je trouve ça intelligent. Vendredi,
le poleman devrait être le vainqueur de la qualification, ou alors effectivement, samedi matin, au lieu de cette FP2 totalement inutile sur les week-ends comme celui qu'on vient de vivre, on fait une qualification sur un tour, sortie du pilote tout seul, ça met en avant le sponsor sur la voiture parce qu'on ne voit que sa voiture à ce moment-là, et one shot, et c'est parti, et ça détermine la grille. Ça peut être en tout cas des idées à retenir. Est-ce que tu comprends, toi, est-ce que tu es dans cet état d'esprit aussi, Julien, quand on est européen, qu'on suit la Formule 1 depuis longtemps, que c'est une passion, de voir un petit peu ce produit nous échapper? Tu peux le comprendre, ça? Est-ce que tu le ressens aussi? Bien sûr, je suis le premier à vouloir conserver un Grand Prix de France. Moi, le premier Grand Prix que je suis allé voir dans ma vie, c'est le Grand Prix de France. Donc voilà, en tant que Français. Mais il y a des passionnés, des férus de F1 dans tous les pays. Il y a plus de 52 pays dans le monde, je pense. Donc on pourrait avoir un Grand Prix partout, tous les week-ends. Là aussi, c'est un mix, c'est un business. Nous, on le vit avec du cœur, avec de la passion. Mais évidemment qu'au-dessus de nous et à côté de nous, il y a des businessmen qui font de l'argent avec ce produit et on ne se voile pas la face. Donc multiplier les grands prix, même si ça use les organismes des mécaniciens, etc., c'est plus de rentrée d'argent. Et puis la F1 est capable d'aller dans des pays qui peuvent payer très cher le plateau. Là où un circuit va payer 20, quelque part Middle East ou ailleurs, quelqu'un est prêt à payer 40, 60, peut-être plus. C'est des businessmen, ils vont aussi là où ils peuvent récolter de l'argent et faire grossir leur audience, etc. Plus de grands prix aux États-Unis, ce sont des propriétaires américains, mais c'est surtout que le marché américain est très important. Le retour de la Chine à plus ou moins court terme, c'est un marché très important. La Chine, on devrait avoir un pilote chinois, je pense, dans pas trop longtemps sur les paddocks de Formule 1. Le jour de la sortie de cette émission. Voilà, donc si c'est Piastri, on va tous passer pour des imbéciles. Hein. Mais bon. Enregistrez-le. Mais voilà, donc c'est comme ça. Et c'est pas pour autant qu'il faut délaisser la vieille Europe. Je ne m'imagine pas me passer d'un Grand Prix de Monaco. Je m'imagine pas de me passer de Monza où la ferveur elle est dingue et le circuit est atypique. Oui, il y a des ancrages forts qui, selon moi, doivent rester. Après, j'espère que le business ne prendra pas tout le temps le pas là-dessus, mais ceux qui aujourd'hui ont plus moyen de payer vont s'offrir les grands prix. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On passe à la dernière partie de ce débat et en fait une page qu'on va ouvrir avec toi parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on n'a jamais parlé et sans doute qu'on attendait aussi ta venue pour avoir beaucoup plus de précision. Quel est l'avenir du coup de la diffusion de la Formule 1? Parce que la Formule 1, tu l'as dit, alors Brice insiste beaucoup là-dessus, c'est un spectacle, mais c'est aussi un produit, tu as raison, qui est vendu, qui est même coté en bourse. Et on va regarder justement comment pourrait évoluer la diffusion de cette F1. Déjà, il y a un premier constat, on le sent d'ailleurs à t'écouter commenter, notamment hier, ça s'est beaucoup entendu. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème de réalisation? Quand je parle de la réalisation, c'est pas la réalisation Canal, c'est la réalisation du flux international qui est donné bien sûr à tous les broadcasters. Impossible de tout montrer, oui c'est de la Formule 1 et quand il se passe énormément de choses, on peut pas être en même temps partout. La nécessité aussi de rendre le spectateur acteur, ça c'est devenu une exigence de la part du spectateur et c'est pour ça aussi que sur internet les choses, on intègre le spectateur qui peut réagir, qui peut voter, ce que tu fais aussi également sur le mode expert de MyCanal avec les questions, les sondages, etc. Moins de personnes sur site, là je parle des broadcasters et je fais écho aussi également à ta situation, c'est qu'avec le Covid-19, certaines équipes, notamment de journalistes, n'ont pas pu aller sur place, ces équipes de production ont été limitées sur site. Est-ce que justement ça ne va pas donner des idées aux broadcasters, aux chaînes de télévision de se dire, après tout, si nos équipes peuvent faire le travail à distance, ça nous coûte moins cher, etc. Est-ce qu'on ne figerait pas ce modèle comme ça? De la même manière que le télétravail, il y a des personnes qui étaient habituées à faire 5 jours sur 7 à la Défense et qui en font maintenant plus que 2 ou 3, ça permet d'économiser du loyer. Le deuxième point qui est très important, la F1 TV. Est-ce que quelque part ce serait pas une forme de concurrence aujourd'hui pour Canal+? À l'heure actuelle, à moyen, voire à long terme, on sait que c'est un sport, la F1, qui quand même vend ses droits à un broadcaster et qui à côté monte une chaîne avec d'autres options, d'autres possibilités qui quelque part viennent concurrencer quand même l'offre Canal+. Un nouvel outil quand même pratique pour personnaliser son expérience. C'est là qu'on en arrive quelque part à sa propre réalisation. Est-ce que les aficionados ne veulent pas faire eux-mêmes leur propre réalisation et donc devenir des spectateurs, acteurs aussi également de ce spectacle? Et puis, la dernière question, je te la pose, c'est la concurrence des GAFA. Est-ce que tu es inquiet par rapport à la concurrence de ces GAFA? GAFA, c'est bien sûr Facebook, Google, Amazon, Apple. On sait que, par exemple, Amazon est arrivé sur le marché français pour acheter
les droits de la Ligue 1. On sait qu'Amazon et Netflix sont très impliqués en Formule 1. Est-ce que voilà, c'est parmi toutes les questions qu'on a posées, est-ce que c'est des choses qui te font peur? Alors déjà rappeler une chose, c'est que la F1 est sur Canal pour encore au moins C'est vrai, t'as raison, vous au venez de moins re-signer. 3 années. 2024. Donc la Formule 1, elle va pas quitter Canal+, et j'espère qu'elle demeurera encore très longtemps. Donc des inquiétudes ou de la menace à court terme, elle y est pas, puisque on a sécurisé les droits de la Formule 1 jusqu'au moins à la fin de 2024. La concurrence de F1 TV, encore une fois, c'est je le considère comme une autre chaîne qui existe. Les gens viennent choisir où ils veulent la manière dont ils regardent la F1. Je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux, je n'ai pas les chiffres, mais à vous communiquer, mais à regarder Canal+ que F1 TV. Tant mieux pour nous. Je dis pas que ce que fait F1 TV n'est pas bien, mais je pense que les gens viennent sur Canal+ chercher une expertise, des personnalités comme Jacques, comme Franck, etc. Notre implication et la manière immersive dont on fait vivre le spectacle. Nos audiences n'ont jamais été aussi élevées. On a encore été à plus d'1 million de téléspectateurs sur le dernier Grand Prix. On était à plus de 2 millions de spectateurs quand on a proposé la diffusion du Grand Prix du Mexique sur C8 en clair et sur Canal+. Donc nos audiences vont extrêmement bien, vont de plus en plus haut. Donc nous ne sommes pas impactés par ce qui se passe à côté. Et encore une fois, on a notre manière de faire, la patte Canal+, si je puis m'exprimer ainsi, qui semble plaire aux gens. En tout cas, c'est ce que moi je mesure sur les réseaux et par les chiffres. Donc, inquiétude, non. Des adversaires, il y en a partout, il y en a toujours. Quand il y a des droits sportifs en jeu, que ce soit une chaîne de télévision classique telle qu'on la connaît ou une plateforme de diffusion, un adversaire est un adversaire. En fait, Julien, ce que je veux dire, c'est que c'est spécial quand même de vendre les droits. C'est-à-dire, je suis Monsieur Tartampion, je vends les droits. Tiens, je suis Monsieur Pistonnet, je vends les droits à la First Team, et en même temps, je vais monter une chaîne à côté de la First Team pour leur dire, bah écoutez les gars, je vais diffuser aussi moi-même l'émission. Alors, je sais que ça existe dans surtout certains sports américains, le NBA Pass, le NFL Pass, le NHL Pass, mais c'est quand même, enfin, ça doit faire. Oui, mais je pense que les gens, tes patrons, ça doit poser question quand même, non? Je pense que déjà, on s'entend très bien avec les gens de Liberty Media. Donc, s'il y avait eu un énorme clash, on l'aurait su. Oui, bien sûr. Et ce qui est appréciable pour nous, c'est que Liberty Media, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont fait le tour évidemment des diffuseurs, etc. Et rapidement, ils sont venus nous voir Canal en disant: on vous aime beaucoup parce que vous êtes ceux qui demandaient le plus de choses, qui nous demandaient le plus de choses. C'est vrai qu'auparavant, on avait beaucoup de demandes à Canal parce qu'on a beaucoup de choses à montrer aux gens sur nos antennes, et que souvent on avait des « non, ça c'est pas possible, non, ça c'est pas possible ». Et Liberty nous ont dit « mais continuez, sollicitez-nous ». Et avec Liberty, c'est 95% du temps, oui. Donc, si vraiment Liberty voulait nous embêter, il dirait non à toutes nos demandes qu'on a dans le paddock. C'est l'inverse qui se passe. Ils nous autorisent un maximum de choses, et surtout, ils nous disent n'hésitez pas, venez nous demander des trucs, on est preneurs. Et souvent, on a des réunions, notamment avec eux, où on suggère des améliorations de graphiques, de choses comme ça, qu'on obtient. Donc, je veux dire, il y a un travail aujourd'hui qui marche bien. Après qu'ils aient leur propre plateforme et que ça permette à certaines personnes d'accéder à un contenu qui, pour moi, est différent, qui n'est pas celui de Canal, mais je ne me permettrai pas de juger ce qu'ils mettent sur leur antenne, soit c'est comme ça. Moi, je constate juste que le produit qu'on met sur Canal attire de plus en plus de gens. Donc j'ai envie de dire, tout va bien, et ça va au moins encore aller très bien pour les 3 prochaines années. Et si on n'entend pas Julien Febvre sur la F1 TV, c'est quoi? C'est Canal aujourd'hui qui veut pas que sa tête de gondole, sa voix de la Formule 1, justement, vienne chez un potentiel concurrent ou une autre plateforme que Canal? D'accord. Donc il y a une petite crainte, quand même de la concurrence de la F1 TV. Je travaille pour une chaîne de télévision. Enfin voilà, la logique c'est que notre produit, encore une fois, le ton et l'atmosphère qu'on veut donner reste sur Canal. Ce serait pas logique qu'on aille ailleurs. Notre produit c'est Canal+, et on tient à ce que ça le reste ainsi. Je voudrais revenir sur un sujet qui est évocateur avec Liberty Media, c'est la manière dont ils ont rendu accessible la consommation d'un Grand Prix. Nous, on est de l'époque graphique carré jaune sur écriture noire, classification after 33 laps, et le tour par tour et uniquement. Et en fait, aujourd'hui, on a la possibilité de tout voir, quasiment, de tout comprendre, même parfois de trop comprendre, puisqu'il n'y a pas à comprendre, sur un striking distance à 15 tours, tout ça, machin. Moi, ce que je cherche à comprendre là-dessus, c'est est-ce que, au final, c'est bénéfique à Canal, ça, d'avoir vraiment toutes les informations, ou au contraire, ça marche sur les plates-bandes de l'équipe Canal, qui, je trouve,
avait un travail qui était peut-être plus visible, plus inside dans ma tête, entre guillemets, en 2013, 2014, 2015, que maintenant que Liberty Media met énormément de contenu à disposition de tout le monde. Sur lequel nous, on s'appuie et qu'on décortique. Tu peux balancer une info à des gens selon leur niveau de compréhension de la F1. Déjà, ils vont même pas remarquer, ils vont peut-être même pas comprendre ce que veut dire le fameux striking distance. Donc nous, on est là pour l'expliquer, que c'est des outils mis à notre disposition. On s'en sert, nous aussi, et on les réclame dans une certaine mesure. Il y en a qui, je trouve, n'ont pas leur utilité parce qu'ils sont basés sur des spéculations. Mais Madame Irma peut avoir sa place sur l'écran. Mais voilà, il faut jongler avec ça. Mais je suis certain que rien ne remplacera l'expertise des humains avec les éléments qu'on nous donne. Donc à nous de nous en servir comme des outils et de bien les expliquer aux gens. Et puis un dernier point, chez nous on a aussi une plateforme qui s'appelle MyCanal, sur laquelle les gens peuvent faire leur propre réalisation avec nos commentaires. Donc tu vois, notre F1 TV, on l'a et ça s'appelle MyCanal et ça s'appelle le mode expert. Donc on offre aussi à nos abonnés la possibilité de consommer différemment. L'été dernier, le nombre de photos que j'ai reçues de gens sur la plage avec la tablette ou le téléphone, parce qu'avec la 3G, ils étaient sur MyCanal et qui suivaient le Grand Prix en direct, ça aussi c'est une nouvelle façon de consommer la Formule 1 et c'est tant mieux, tant mieux. Mais est-ce qu'à terme, on n'aura pas une possibilité de voir, par exemple, Canal+, je reviens sur la réalisation, réaliser elle-même ses propres images pour le Grand Prix. Moi, encore une fois, la réalisation aujourd'hui, ça devient risible, ridicule, quand sur des dépassements ou sur des opportunités, je prends l'exemple par exemple de Pérez au Mexique qui revenait sur Hamilton, on est en pleine ligne droite, on veut voir le phénomène d'aspiration, à quel point il est efficace, on nous montre 3 secondes des spectateurs, Bamo Checo. Pourtant, t'étais là-bas en train de faire pareil. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut que les stars, ce sont les pilotes. Nous, ce qu'on veut voir, c'est du spectacle en piste. Ce sont les voitures, ce ne sont pas les spectateurs, c'est pas la réaction de Toto Wolff, de Christian Horner, de qui tu veux. C'est eux les stars aussi, hein. Pour moi, non. Pour moi, c'est avant tout le pilote. Mais au bon moment. Le spectacle, exactement. C'est une histoire de timing. La réaction du public, je peux l'avoir dans 10 secondes, dans 10 minutes, dans 10 jours, même s'il le faut. C'est pas important de ne pas voir des supporters bras levés avec le drapeau mexicain ou qu'importe. Pareil, sur les qualifications, aujourd'hui, on se focalise sur un Hamilton qui est au stand, un Verstappen qui est au stand, alors que si tu as un Esteban Ocon, par exemple, ça arrive assez fréquemment, hein. Tu as un pilote de milieu de grille qui n'a pas grand chose à jouer, qui est en train de faire son tour, mais tu as Hamilton ou un Verstappen qui est en tour de sortie ou en tour d'entrée ou qui est dans les stands, on va focaliser la caméra sur le pilote qui joue le championnat. Moi, je pense qu'il y a un problème au niveau de la réalisation. C'est peut-être un détail, mais à mes yeux, ça reste important. Il y a une différence entre rater quelque chose, ce qui est arrivé, ce qui est toujours dommageable, et le fait de raconter une histoire. Le fait qu'on monte à un moment de qualification que Hamilton et Verstappen sont encore dans les stands, ça permet aussi à nous commentateurs de dire ils veulent toujours pas y aller. Tu racontes une information, ils s'observent, ils s'attendent, ils veulent pas être le premier en piste. Là, tu racontes quelque chose. L'information, tu peux l'avoir autrement. Hein ? Tu peux l'avoir autrement. L'information, tu as le petit synthèse sur la gauche, in pit. Non, l'image c'est l'image. Il y a rien de plus puissant que l'image. Mais pour moi, rater un dépassement ou quelque chose, ça arrive. Heureusement, assez rarement. Ça, c'est un problème qui. Enfin, c'est pas un problème. Il faut essayer que ça n'arrive pas. Mais comme nous, on essaye de pas dire de bêtises et régulièrement, on en dit une ou deux, on corrige, on s'excuse, ça arrive à tout le monde. Je trouve que la réalisation de la F1 globalement est plutôt bonne, avec quand même quelquefois des loupés. Il y en a eu un petit peu ce week-end, on en avait eu à Monaco, il y avait une action à pas rater à Monaco cette année. Ça arrive, non mais je veux dire, faut aussi se projeter dans un cas régie, voir la quantité de choses à gérer. Je suis pas en train de les excuser, mais je veux dire, c'est pas si simple de dire oui, bah tiens, on a toutes les actions de cette oui, c'est bon, on les a toutes. C'est pas si simple. Aujourd'hui, en 2021, on a des moyens techniques et technologiques fabuleux. On a une quantité de possibilités, je l'entends. Donnez-moi la réalisation des années 2000, tu avais 3 caméras sur des voitures avec les moyens technologiques de 2021. Mais moi, tout ce que je demande, c'est de voir des voitures en piste. Le spectacle en piste. Mais je suis sûr que toi-même, on te rediffuserait un Grand Prix classique des années 2000, tu pourrais t'ennuyer juste à cause de la réalisation. Mais le spectacle, ça reste la piste. Parce qu'à l'époque, déjà, vous mettez le sponsor qui prenait 3 quarts de l'écran à la demande de Bernie. Donc, non, mais voyez, rien que ça. Posters. Ben oui. Et il y a encore bien mieux à faire et ça va évoluer. Il y a la caméra dans le casque. T'aurais rêvé de l'avoir en l'an 2000, la caméra dans le casque des pilotes. Donc, tu vois, mais ça reste le pilotage, ça reste la piste, ça reste le spectacle. Bien sûr. Mais il y a une histoire à raconter. Voilà. Et encore une fois, pour que les gens sachent bien, effectivement, dès qu'une voiture est en piste, dès que les séances commencent, c'est la réalisation internationale. Ce ne sont pas les images de Canal+. Les images, c'est la grille, le paddock, Franck dans la voie des stands, les après, les avant, mais à l'instant où les voitures roulent, c'est un seul signal pour la terre entière. Voilà. Mais on est bien d'accord que voir par exemple le stadium au Mexique, ça fait partie du spectacle, un petit peu.
Ça fait partie du spectacle, mais ça ne doit pas prendre la place. Non. Ce n'est que mon avis, ça ne doit pas prendre la place sur ce qui Mais se alors, passe ça veut dire que là, tu critiques les ratés qu'il peut y avoir. Et c'est normal qu'il y ait des ratés en Je soi. suis pas sûr que ce soit des ratés, je pense que c'est un cahier des charges avec dans chaque. Bon, on le voit de plus en plus. Hein. Là, j'ai pris l'exemple le plus récent avec le Messi, mais c'est valable depuis 2, 3, 4 ans. Une période Covid catastrophique et plus un chat nulle part. D'un seul coup, tu remplis des stadions. Ouais. Les gens ont envie de voir aussi, se dire waouh, ça y est, les gens se retrouvent. C'est Il y magnifique. a une ambiance de dingue. Et bah finalement, toi, chez toi, t'es peut-être pas au Mexique, mais quand on te montre ce public, tu le vis, ouais. eh ben ça y est, tu rejoins le circuit Mais d'une certaine manière. cette image, tu peux la mettre quand tu veux. Ce qui se passe en piste, c'est du direct. Et pour moi, enfin, encore une fois, je suis peut-être en complet décalage avec le monde, mais pour moi, je veux voir ce qui se passe en piste. Le spectacle, checker c'est la flag piste, hein, et c'est pas le. à la Cali Sprint. Un dernier point qu'on n'a pas abordé sur cette question-là, c'est ta question personnelle. Est-ce que tu seras de retour sur le site, sur tous les Grands Prix à partir de 2022 ? Et est-ce qu'on peut, à partir de ce qui s'est passé cet épisode Covid, le fait qu'il y ait toi et de nombreux de tes confrères qui soient restés justement à Paris ou dans leur lieu de résidence où sont leurs sièges médiatiques, le fait qu'il y ait moins de personnes qui aillent sur les circuits, est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on va revenir à la vie d'avant ou est-ce que non, le Covid aura laissé une empreinte là-dessus ? Alors, premièrement, c'est important de le dire, Canal+ n'a jamais quitté le site. On a toujours eu une présence sur place avec un présentateur, un consultant. Donc, on a toujours pu montrer à nos abonnés de l'info fraîche sur site. Effectivement, les commentateurs que nous sommes avec Jacques Villeneuve n'avons pas pu aller sur place. C'était pas une volonté de Canal+, c'était la Formule 1 qui avait réduit au maximum la présence pour essayer de contenir ce qui était en train de se passer et ce qui était totalement logique. Non seulement on repart sur site, on le fait dès le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc ce week-end au Qatar, Jacques et moi serons encore présents à Canal+ en studio. On aura notre équipe sur place comme toujours. Et pour les 2 derniers Grands Prix de la saison, on espère que ça va tenir jusqu'au dernier pour le championnat, mais Arabie Saoudite et Abu Dhabi, nous serons sur place. Donc ça y est complètement réengagé le processus de retour des équipes complètes sur site. En tout cas, c'est la volonté de Canal+, parce qu'on sait que notre travail, on ne peut pas mieux le faire qu'en étant sur place. Après, je m'appuie sur ma petite expérience de 17 ans en F1. Heureusement, entre guillemets, que cette très difficile situation qu'on a vécue et dont on n'est pas complètement sorti d'ailleurs, m'arrive, moi, dans ma carrière, après 17 ans, qu'à ma première année. Parce qu'évidemment, j'ai plus facilement pu activer mon réseau par téléphone, par SMS, par WhatsApp, par machin, pendant que je n'étais pas sur place, pour continuer d'avoir des infos, pour continuer d'être nourri de ce qui se passait. Mais rien ne remplace le terrain. Canal+ est évidemment complètement sur cette ligne. Donc, on repart dès que possible. Qatar, c'était trop court pour nous. On met en place tout, c'est de la logistique aussi. On est sur place physiquement pour les 2 derniers Grands Prix de la saison. Toute l'équipe sera là-bas. Il n'y a jamais eu le doute ? Non. De la même manière que tu sais, quelqu'un qui est en télétravail qui se dit j'étais en télétravail pendant 1 an et demi, je retournerai peut-être plus au bureau ou moins au bureau, t'as jamais eu de doute Jamais, là-dessus ? aucun doute. J'ai des patrons sur lesquels je m'appuie et en qui j'ai vraiment toute confiance. Et il a toujours été clair. D'ailleurs, moi, c'est ce que je leur ai dit au début de la pandémie. On s'est retrouvés cloués au sol à Paris. Il y a des choses bien plus graves que ça. Hein. Mais évidemment, on était malheureux de rester à Paris. Mais c'est ce que je leur ai dit. Et Jacques, pareil, on va se donner à fond. Il n'est pas question d'essayer de montrer à qui que ce soit qu'on est moins bon en étant à Paris. Bien sûr qu'on est un peu moins performant parce qu'on n'a pas l'info tout de suite en temps réel en étant sur place. Mais on s'est donné à fond pour que ça se ressente le moins possible pour nos abonnés. Et nos patrons nous ont dit, bah voilà, on se serre tous les coudes. Dès qu'on peut y retourner, on y retourne. Et c'est ce qu'on fait dans les prochaines semaines. Bah bon retour sur les circuits. On a hâte, Mon on a cher hâte. Julien, en tout cas, on sera très très content. Nous aussi. Même si pour nous ça changeait pas grand-chose. Enfin, non, Ah c'est oui, vrai. oui. C'est vrai. Non, mais on a essayé de faire en sorte. Voilà, t'envoyer des galéjades comme ça depuis plus de 2 heures, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu de différence. Toi, j'imagine, tu as dû voir des différences. Toute l'équipe Canal, bien évidemment, dans son ensemble, mais nous, on n'a pas. On a compensé. On a compensé Exactement. par la passion. Et de fort belle manière. Rien à rajouter, messieurs, sur le sujet. Non. Je crois qu'on va conclure ainsi. Ça a été très 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 long. On avait fait une fois une émission avec Dorian Boccolacci, ça avait duré 3 heures en confinement. Heureusement, le record reste bien évidemment à battre aujourd'hui. Julien, merci beaucoup d'avoir été avec messieurs. nous. On rappelle ta présence bien sûr sur l'antenne de Canal, MyCanal. Je crois même que vous avez une playlist MyCanal, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Une playlist. Playlist de Julien Febvre, ouais. Julien Febvre, ouais. Ah de ce oui, que tu regardes, oui, de ce que tu absolument. aimes et Quand tout, vous allez etc., sur machin. MyCanal, effectivement, il
il y a ce qu'on appelle un corner, Ouais. et vous pouvez, avec ma belle tronche bien affichée, aller regarder des choses que j'ai souhaité mettre en valeur. Il y a des documentaires, parce que on parle de l'aspect inside et de ce qui peut être créé par les uns et les autres. Je pense qu'on a été les précurseurs en matière de documentaires pour justement aller au contact des pilotes, entre autres. Donc voilà, dans mon corner, sur MyCanal, vous pouvez trouver plein de choses qui me tenaient à cœur et que j'avais envie que vous découvriez. Il y a notamment le documentaire sur Lewis Hamilton qu'on a fait, le documentaire sur Romain Grosjean après l'accident qui reste très émouvant pour moi. Enfin voilà, tout est à effectivement retrouver sur MyCanal. Il y a beaucoup de choses dont on aurait aimé parler, bien sûr, tout au long de cette émission. Chez Kakamza, on avait un rêve, c'était faire aussi un débat sur Fernando Alonso, connaître qui est vraiment Fernando Alonso. On n'aura pas le temps aujourd'hui. Mais on le fera. Avoir l'opportunité de le faire, bien évidemment, et si possible avec toi dans quelques semaines. Julien, on rappelle aussi également, donc MyCanal, on l'a dit, et c'est privé. Ça, c'est un podcast qui fait du bien à la culture F1 en France. Donc, on conseille à nos auditeurs d'y aller. Ça se passe sur Spotify exclusivement. Oui, tous les épisodes les précédents épisodes sont à retrouver sur différentes plateformes. Et récemment, les derniers épisodes sont sur Spotify. C'est gratuit, je le rappelle. Et le prochain épisode sera au moment du Grand Prix d'Abu Dhabi. On vous racontera l'histoire de ce circuit un petit peu fou. Et puis, il y a le dimanche le rendez-vous au premier virage. Et il y a le lundi aussi le rendez-vous sur Twitch, bien sûr, avec toi, Julien. Alors, sois gentil avec nous. N'invite pas trop de grandes personnalités le lundi soir, parce que c'est vrai que parfois quand on voit le programme sortir le lundi, on se dit mince, comment on va exister dans ce microcosme. Bizarre, on est battu. Quand il y a Fred Vasseur, Novalak, etc., je me dis waouh, ça va être compliqué. Mais en tout cas, plein de bonnes choses en tout cas à Canal+, à toutes les équipes Canal et à toi mon cher Julien, et bon retour sur les circuits. Merci à vous de nous avoir suivis. Pas de quiz aujourd'hui parce qu'on a passé énormément de temps à parler, il y a beaucoup de sujets, c'était très très important. J'espère que vous êtes régalés. N'hésitez pas à commenter cette émission bien évidemment sur le player YouTube, sur les réseaux sociaux également des Pistonnés, Instagram et Twitter. Merci messieurs. D'ailleurs, on a passé 25K sur Twitter cette semaine, ce week-end c'est passé. Fallait fêter ça. Notre cadeau pour les Pistonnés, c'est Julien. Exactement, c'était un très très beau cadeau. Merci les amis, restez fidèles bien sûr à First Team Sport et n'hésitez pas à nous soutenir bien évidemment, le petit pouce en l'air comme d'habitude. Salut, bonne journée.